Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan et c'est avec le cœur lourd que je vous accueille dans ce nouvel épisode. On vient de vivre un véritable tremblement de terre, nous autres fans des Celtics de Boston. On a laissé passer un peu de temps, on a essayé de redescendre un petit peu. Bon, ça n'a pas forcément suffi, mais on y va. Et on vous propose cet épisode un petit peu événement, j'ai envie de dire. Et en fait, événement à double titre. Bon, on va parler d'abord de l'événement heureux pour commencer. Bon, l'événement heureux, c'est à toute petite échelle, puisqu'il nous concerne nous, au trèfle. Si vous nous suivez sur Twitter, vous avez peut-être vu passer l'info. Notre équipe s'agrandit. Puisque comme Brad Stevens, qui a de fortes ambitions pour la saison prochaine et qui n'hésite pas à faire des mouvements, les notes sont beaucoup moins douloureux et notre GM à nous a réussi l'énorme coup de recruter 2 intervenants pour la saison prochaine, et tout ça sans lâcher un seul pick de draft. Le premier, il est avec nous ce soir, donc je le laisserai se présenter dans quelques instants. Je vais juste dire quelques mots sur le second. Le second, c'est Azad, qui fait partie de l'équipe QI Basket et qui se trouve être un fan des Celtics. Donc, c'est un honneur et un plaisir pour nous de l'accueillir dans l'équipe. Alors, son prénom vous dit peut-être pas grand-chose. Peut-être que si je vous parle d'une photo de profil sur Twitter avec Brad Stevens qui a une tasse World's Best Boss, peut-être que ça vous parle un peu plus. Et puis moi, ce qui m'a frappé chez lui, c'est ces threads qui se présentent généralement dans le premier tweet sous la forme d'une problématique posée. Et puis il a la petite formule d'accroche tentative de réponse. Voilà, moi je sais que je l'avais repéré comme ça. Je suppose que vous êtes nombreux à le suivre. Eh bien voilà, il sera avec nous pour la saison prochaine. Il n'est pas avec nous ce soir parce qu'il n'était pas disponible, mais il sera sûrement là pour le prochain épisode. Et puis, donc, je vous le disais, notre autre recrue est avec nous aujourd'hui. Je vais lui donner la parole. Il s'agit de Vincent, que vous avez probablement déjà vu intervenir sous les tweets de nos podcasts, sous le pseudonyme Vincert. C'était un auditeur assidu du trèfle avec qui on a toujours eu plaisir à échanger. On a très souvent eu un retour de sa part. Il nous donnait son avis, ses impressions. Bon, alors j'emploie le passé parce que bien sûr, il aura toujours le droit d'écouter les épisodes et de donner son avis, mais aujourd'hui, il fait partie de l'équipe. Donc voilà, Vincent, comment ça va, Vincent ? Salut Elias, salut Johan. Donc effectivement, je suis ravi d'être là. Donc je m'appelle Vincent, j'ai 36 ans et je suis supporter des Celtics depuis 2015-2016. Donc je suis quelqu'un qui consomme, comme tu l'as dit, énormément de podcasts, les Basket Lab, les Doug Kemdo, les Envergures et bien évidemment le trèfle. Moi, je suis quelqu'un qui va être particulièrement intéressé par tout ce qui est construction de roster, contraintes du CBA, les trades, etc. Donc, en ce moment, on est sur une période où je me régale. Donc voilà, fidèle auditeur, donc ravi et honoré d'intégrer l'équipe. Eh ben, écoute, c'est un plaisir de t'accueillir. Du coup, voilà, tu as répondu à ma question. J'allais dire sur Twitter, c'est Vincert87. 87, c'est l'année de naissance. Oui. Voilà. Alors, il faut que tu saches que tu fais officiellement partie des vieux dans la team du trèfle. Et je me permets de te dire ça en toute amitié parce que je suis de la même année que toi. Je sais pas quel âge a Azad. Pour le coup, c'est une question que j'ai pas posée. Alors, on a Pierre qui se plaît à se présenter comme notre doyen. Si on l'écoute parler, on a l'impression qu'il a 70 ans, alors qu'en réalité, il a que 3 ans de plus que nous. Alors, soit c'est nous qui devenons vieux et du coup, j'arrive pas à le voir vieux lui, je sais pas. Mais après, il y a Titouan et Robin, donc qui sont peut-être juste un peu plus jeunes que nous. Et puis il y a les 2 petits jeunes, donc Hugo et Elias. Du coup, tu viens de
diverses références. Il y a Elias qui est avec nous ce soir. Salut Elias, ça va? Salut à tous, ça va très bien. Content d'être là. Bienvenue à Vincent et à Zad, du coup qu'on verra la prochaine fois, j'espère. Puis ouais, je suis le petit jeune. Vous êtes tous vieux là, c'est mignon. Voilà, la fougue de la jeunesse qui nous clash donc. Ah bah vous pourriez pas jouer en NBA, hein, donc Oh, 36 ans. moi non plus, hein, t'inquiétez pas, c'est pas à cause de l'âge. Ah, mais c'est clair, attends, en plus on en a juste un dans notre équipe, quoi. C'est Papa, vrai, c'est vrai. il est plus vieux que nous. 87 aussi, non 80... 6, je crois. 86, Ok. 86, Ah, il est ouais. plus Juin 86, un peu plus vieux. Voilà, bon, je profite du coup pour envoyer une bise aux copains du trèfle dont on vient de parler. Et puis, ben, on va enchaîner avec l'autre événement, hein, du coup, le vrai, en fait, le gros. Donc, je vous rappelle le contexte. Il est environ 21h dans la soirée du mercredi 21 juin, lorsque l'on apprend par Shams que les Celtics sont dans des discussions très avancées avec les Wizards et les Clippers pour un trade à 3 équipes qui enverrait Malcolm Brogdon aux Clippers. Les Wizards récupéreraient Marcus Morris et des tours de draft, et Kristaps Porzingis donc qui débarquerait chez nous. Alors à ce moment-là, bon, il y en a parmi nous au trèfle, on en a beaucoup parlé sur le moment, il y en a pas mal même, qui sont pas les plus grands fans de Porzingis, mais on est quand même plutôt hypé. On en a parlé dans un podcast précédent, la rotation à la main. Est-ce qu'on peut dire qu'elle est surchargée? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une piste sérieuse de quelque chose qui doit bouger. On l'avait dit d'ailleurs, hein, c'est Hugo qui avait dit que pour lui, le départ de Brogdon serait clairement une bonne chose. Et là, on nous offre en compensation un des meilleurs intérieurs de la saison dernière de NBA. C'est intriguant, on a des réserves, mais globalement, on va quand même se coucher avec le sentiment que Brad Stevens vient de réaliser une nouvelle masterclass. On a même hésité d'ailleurs avec Elias notamment à lancer un enregistrement et à vous proposer une réaction à chaud. Bon, On aurait été bien con, hein. voilà, c'est ça. On a bien fait de ne pas le faire, puisque vers 4-5 heures du matin, il me semble, on nous annonce que le trade tombe à l'eau. Là, c'est l'urgence pour les Celtics, puisque si trade de Porzingis il y avait, il devait intervenir avant minuit, hein, donc c'est-à-dire 6 heures du matin chez nous, pour qu'il puisse tout simplement exercer sa player option. Et au réveil, on apprend que Porzingis va bien venir chez nous, mais que la contrepartie est énorme. Elle est terrible pour la plupart des fans des Celtics. C'est donc Marcus Smart qui est envoyé loin de Boston. Alors bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai des frissons rien que de le dire. C'est toujours un peu irréel. En l'occurrence aux Grizzlies, donc à Memphis, qui ont donc été trouvés comme troisième équipe pour ce trade. Messieurs, une fois n'est pas coutume, on va pas verser dans le mélodrame, ni essayer de tirer les larmes à nos auditeurs, mais je pense qu'on peut se permettre une petite séquence émotion. Il y en a pas beaucoup pour qui on le ferait, mais je pense que s'il y en a un qui le mérite, c'est lui. Personnellement, je me souviens que lors des 2-3 dernières saisons, il y avait toujours la petite rumeur avant la deadline, avant la free agency, la petite inquiétude sur un éventuel départ de Marcus. Et puis là, il était devenu le meneur titulaire. Si on ajoutait à ça toute l'aura qu'il pouvait avoir à Boston, enfin, pour moi, il était intouchable, quoi. Bon, force est de constater que j'avais tort. Les gars, sans parler du côté sportif, sur lequel on va revenir, bien sûr, mais le côté purement affectif, le cœur qui parle à ce moment-là, vous êtes comment? Vincent, toi, comment tu es quand tu apprends ça? Eh ben moi, ouais, comme vous, je suis parti me coucher avec l'idée Brogdon. Donc je suis super hypé, je suis super content du choix. Et au réveil, ben, c'est le choc. Je suis juste choqué parce que je m'y attendais pas du tout. Je pensais comme toi qu'il était assez intouchable. Alors l'avantage c'est que j'ai pas beaucoup de cœur moi dans le sport de la NBA, donc je suis vite passé à la réflexion du front office, qu'est-ce que nous amène le trade et tout. Je pense que le fait qu'il finisse à Memphis me fait passer la pilule parce que je me dis instantanément que c'est cool de le voir à Memphis.
Et puis au fur et à mesure de la journée, on traîne un peu sur Twitter, on se refait des highlights de Marcus depuis des années. Et là, on va pas se mentir, ça commençait à piquer un peu au niveau du cœur. Et là, clairement, c'était moins évident au fur et à mesure de la journée en se disant, en fait, moi, depuis que je supporte les Celtics, il est là. Il fait partie des meubles et il sera plus là. Donc, je vais pas mentir. Au final, même si instantanément choqué, puis bon, ouais, je réfléchis et tout, au final, grosse tristesse avec notamment se remémorer tous les grands moments de Marcus, le contre dans le Game 7 dans la bulle, les fautes offensives provoquées sur James Harden, tout ça. Donc, voilà. Et ouais, ces grands moments qu'on a vu repasser, ouais, c'est sûr. Elias, toi, à ce moment-là? Bah, alors, je vais vous mettre une petite entrevue dans ma vie, on va dire. Je me suis réveillé, il était quoi, 6h15, 6h20. Pas du tout réveillé, quoi, le réveil de pipi et retour au lit. Et j'ai vu mon téléphone, j'avais beaucoup de notifications, c'était quand même assez bizarre. Et la première, c'était Twitter, Marcus Smart traded, un truc comme ça. Donc moi je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est On a dû récupérer quand même, je sais pas, Damien Lillard ou un truc comme ça, quoi. Donc là j'ouvre la notification, je vois ensuite le truc sur comme quoi Brogdon n'a pas été trade au final à cause des Clippers. Parce qu'en fait, tout était arrivé en même temps sur mon téléphone, c'était n'importe quoi. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était Marcus Smart pour Porzingis. Et là, ça m'a fait un petit coup quand même bizarre. Je me suis dit, mais merde, c'est pas possible, quoi. Comment ça a pu passer de Brogdon pour Porzingis, qui sportivement est un super trade, et en plus, bon, Brogdon, c'est vrai qu'il devait partir pour moi. À ça, qui est quand même très dur à accepter. Ça m'a un peu, bon, moi c'est pareil, hein, j'ai pas le plus grand cœur du monde, ça fait un petit coup, mais c'est pas, ça fera bizarre quand il reviendra et qu'on lui fera de la vidéo de remerciement, mais c'est pas non plus le drame pour moi, on va dire, parce que ça fait quand même longtemps que je me doutais qu'il serait peut-être trade, mais quand même ça fait bizarre et ça fait pas plaisir surtout en vue de la contrepartie et en termes d'affect, tu perds ton joueur préféré, le cœur de ta franchise pour un laiton que personne n'aime dans la ligue, ça fait un peu de mal quand même. Et toi, Johan, qu'est-ce que ça a été ta réaction au réveil? Bah écoute, j'ai un petit peu la même que Comme toi en tu l'as fait, dit, hein. hein. C'est-à-dire que alors en fait, bon, je m'étais endormi sur le canapé parce que voilà, parce que Brogdon, tout ça, enfin, on en a parlé pendant longtemps, ça a duré jusqu'à tard. J'ai regardé des tweets passer dans tous les sens, et puis un peu comme toi, le réveil. Pas tout à fait réveillé, tu ouvres Twitter machinalement, et bon, alors moi les notifs apparaissent pas, mais je regarde quoi, pour voir si c'était finalisé, si c'était bon. Et je suis d'abord tombé sur le message de Pierre qui était qui était assez content que le trade avec Brogdon ne se fasse pas. Enfin, pas spécialement qu'il voulait garder Brogdon, mais que lui en tout cas il était complètement contre l'arrivée de Porzingis. Et mais bon, quand il a envoyé le message, il n'était pas encore au courant de la suite. Euh, Ouais, pareil, pour me livrer un petit peu sur, sur ce qui s'est passé dans ma vie perso, je suis arrivé en retard au boulot parce que j'arrivais pas à décrocher, je lâchais pas mon téléphone en fait, j'avais l'impression qu'il y avait forcément une erreur et qu'en fouillant Twitter de long en large, j'allais finir par la trouver. À aucun moment, j'aurais pu imaginer que Marcus pourrait pas, comme tu dis quoi, à la limite, dans le cadre d'un truc vraiment gigantesque, tu te dis bon bah ok, il fallait faire un choix. Mais ouais, voilà. J'ai toujours un peu du mal à y croire en fait. Je pense que tant que je le verrai pas jouer contre nous, je le croirai pas. Parce que même quand je regarderai les matchs des Grizzlies, je me dirais non, mais il joue avec eux pour déconner, il va revenir. C'est un peu irréel. Et puis bon, moi, contrairement à vous, je m'attache beaucoup. Je suis faible. Moi, j'ai été triste quand on a trade Kemba Walker. Donc, tu vois, c'est Marcus Smart. Tout de suite, on passe à un autre niveau. Euh, et puis voilà, ça m'a vraiment secoué, mais bon, c'est comme ça. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que en fin de journée, donc après une journée pareil, hein, une journée à avoir un peu l'impression que la planète tourne plus dans le même sens,
Je suis tombé sur le papier qui a été écrit par Azad et donc j'en ai parlé avec lui parce que bon, je sais qu'il aurait aimé être avec nous ce soir, mais qu'il n'était pas dispo. Du coup, pour qu'il soit un peu avec nous, je vous renvoie à son papier. Pour ceux qui ne le suivent pas, on vous mettra le lien. Les autres, allez voir son profil. Le tweet est épinglé. J'en ai parlé avec lui en off, donc pour lui demander s'il acceptait que j'en parle dans cet épisode. Et il me disait qu'en fait, il a écrit ça pour passer à autre chose. Et c'est touchant, c'est fort en émotion, mais ça fait du bien. Donc je vous invite vraiment à aller y jeter un œil. Concernant le terrain maintenant, si on essaye de se détacher du plan émotionnel, avant de parler de ce qu'apporte Porzingis, on va quand même revenir sur ce qu'on perd avec Marcus, sur le plan sportif. On était presque heureux de voir partir Brogdon, alors comme on l'a dit, hein, pas qu'on veuille s'en débarrasser ou quoi que ce soit, hein, il fait une bonne saison régulière chez nous, 6e homme de l'année, tout ça, excellent dans son rôle, mentalité impeccable, hein, il a accepté son rôle tout de suite, mais des limites, clairement, montrées en play-off. Et puis, comme on disait, cette rotation à 3 sur le poste de meneur qui doit bouger. Et quand on se demande qui doit partir entre White, Smart et Brogdon, moi, j'avais tweeté le soir, hein, à ce moment-là, je ne sais plus qui disait oh là là, mais vous lâchez Brogdon, machin. Voilà, du coup, je suis passé pour un con le lendemain, mais tant pis. À ce moment-là, j'avais dit White a été meilleur que Brogdon cette saison malgré tout. On trade pas Smart parce que c'est comme ça, donc du coup, Brogdon doit partir. Voilà, au final, c'est Marcus qui part. Et au-delà de l'aspect affectif, ça change quand même beaucoup de choses sur le terrain. Vincent, je te lance là-dessus. Pour toi, le fait de devoir, à partir de maintenant, se passer de Marcus et puis surtout avec l'équipe en l'état, qu'est-ce que ça t'évoque qu'est-ce que ça va entraîner selon toi? Moi, sur la perte de terrain, j'ai vraiment 3 choses en tête. Le playmaking, parce qu'on a vu une très grosse progression sur ce plan de jeu ces 2 dernières années notamment, où ça reste un meneur de jeu référencé de la ligue propre, plutôt stable dans ses choix, donc ça on perd vraiment. Clairement l'intensité défensive au quotidien, même si cette année ça n'a pas été sa meilleure, mais globalement avec Smart tu as une intensité défensive minimale plancher tous les soirs de très haut niveau, donc ça, si on perd ça globalement dans le groupe, ça peut faire peur. Le côté ultra switchable en défense, il est capable de défendre quasiment tous les joueurs de la ligue, en tout cas d'embêter tous les joueurs de la ligue. C'est une rareté, je pense que c'est peut-être un des meilleurs joueurs de la ligue pour ça. Et après, moi, vraiment la dernière perte vraiment importante, c'est le leadership, la voix sur le terrain, même l'ambiance dans le groupe en fait. L'ambiance vestiaire peut me faire peur parce qu'il avait l'air d'être vraiment le leader. Ça reste un joueur hyper respecté dans la ligue aussi, avec les arbitres, tout ça. Ça, c'est quelque chose qui peut me faire, peut me faire peur dans la perte de ça. Je pense que là, clairement, on a donné les clés terrain à Tatum et Brown. On vient de leur filer les clés du vestiaire aussi, je pense, en tradant Smart, en leur disant, les gars, ça va être à vous d'être le moteur vraiment de ce groupe. Parce qu'on a tradé le plus gros moteur du groupe depuis des années. Voilà un peu ce que je pense. Ouais, c'est vrai que c'est assez complet pour le coup. Je suis bien d'accord. Elias, tu veux rajouter quelque chose ou j'imagine que tu es d'accord avec Vincent, mais en termes de perte sportive pure, c'est vrai que défensivement, ça va être quand même compliqué de retrouver la même intensité, même si je trouve que là, on peut quand même dire qu'on a de la chance d'avoir White, c'est que défensivement, il va pouvoir apporter à peu près les mêmes qualités en termes d'envie et de tout ce qu'il apporte sur le terrain, même s'il n'est pas capable de défendre aussi bien les joueurs plus grands que lui et les joueurs plus forts que lui. Pour défendre des meneurs, il est presque meilleur, je pense, Derek White. Ça dépend des profils, mais je pense qu'il court plus vite et il passe mieux les écrans. Après, offensivement, je pense que on va perdre quelques systèmes de jeu. Mais surtout, pour moi, c'est comme l'a dit Vincent, je suis vraiment complètement d'accord. C'est clairement un trade de dire à Tatum et Brown, ça y est, vous êtes les 2 leaders. Là, il y a encore Marcus Smart qui est l'âme de l'équipe et qui du coup, de facto, prend un peu un rôle de leader sans vraiment qu'il soit le meilleur joueur. Enfin, c'est très rarement le meilleur joueur. C'est soit le 2e, soit le 3e, soit le 4e meilleur joueur sur le terrain. En général, c'est rarement quand même. Rarement le meilleur joueur. Mais là, donc clairement, c'est Tatum et Brown qui vont
qui vont être les co-leaders de l'équipe avec Tatum en franchise player, mais je pense que c'est aussi un aveu de confiance envers Brown supplémentaire, parce que on va pas en parler aujourd'hui, mais on va tous voir le tweet à minuit pile le jour de la free agency que Brown a signé son extension, c'est sûr et certain. Donc pour moi c'est ça, c'est une direction un peu différente. Le front office se dit que là ça fait 3 ans, 4 ans d'échecs proche du but avec ce système-là, et que peut-être qu'il faut passer par habituer plus Tatum à avoir la balle en fin de match, à avoir des responsabilités de playmaking encore accrues. Je suis pas sûr que je suis d'accord avec ça, mais avec la contrepartie, ça nous apporte d'autres opportunités, d'autres systèmes qu'on peut mettre en place. Donc pourquoi pas, même si moi je suis pas complètement convaincu. On va dire ça comme ça. Ok, bah écoute, la contrepartie, tu en parles, donc on va y aller, hein. C'est l'autre grande nouvelle, on va dire, donc l'arrivée de Kristaps Porzingis chez nous. Kristaps Porzingis qui était quand même vraisemblablement réellement voulu par Brad Stevens, parce que business is business, ça c'est difficile à comprendre pour certains, hein. On a vu beaucoup de réactions complètement effarées. Oh là là, on lâche Smart, machin. Bon, ça se comprend, hein. Moi, c'est vrai que j'étais un peu dans cet état d'esprit-là aussi. Mais bon, Brad Stevens, il est quand même là pour faire gagner l'équipe, et on n'est pas dans son bureau, mais je suppose que ça a dû lui faire mal de se séparer de Smart. Malgré ça, il fait ce qu'il a à faire. Il estime que la contrepartie vaut le coup. Mais enfin, je sais pas, je me dis, le trade tombe à l'eau. Il a 1 heure ou 2 devant lui parce que c'est l'urgence, parce que la player option de Porzingis, il reste que ce temps-là. Il faut absolument trouver quelque chose. J'imagine qu'il a dû proposer Brogdon aux Grizzlies de la même manière, et que certainement ça leur convenait moins bien. Il lâche Marcus, c'est pas rien. Ça veut quand même dire qu'il avait décidé qu'il irait aussi loin que possible pour ramener le laiton. Bon, Porzingis, je vous le disais tout à l'heure, hein, moi je vieillis, je suis père de famille, je rate aucun match des Celtics, hein, voire même je les regarde presque tous en direct, mais j'avoue humblement que j'ai peu de temps pour mater d'autres équipes, et en tout cas beaucoup moins que ce que j'aimerais. Et puis pour être complètement honnête avec vous, s'il y avait un soir où j'avais une dispo pour mater un surplus de NBA, la probabilité que je mate un match des Wizards, elle était quand même assez faible. Du coup, je pense que je suis loin d'être le mieux placé ce soir pour parler de Porzingis. Je sais qu'il est monstrueusement grand, hein. Je crois que c'est un 7'3", il me semble, donc 2,20 m et des poussières. J'ai vu passer toutes les stats qui ont été balancées depuis le trade, hein. Je vais vous laisser développer tout ça. Il sort la meilleure saison de sa carrière. Et voilà, à partir de là, je vais vous donner la main. Alors bon, sans qu'il y ait véritablement l'un des deux qui soit complètement pour et l'autre complètement contre, on va dire qu'il y en a un qui est un peu moins enjoué que l'autre, hein. Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, je te donne la parole, Elias. Ouais, alors juste pour rebondir sur ce que tu as dit, par rapport au trade qu'a capoté avec Brogdon et qu'a amené à celui de Smart, ça me paraît quand même vachement court comme timing pour en 2 heures recréer un deal autour de Smart avec les Grizzlies. Et ce que plusieurs journalistes américains et personnes qui suivent de près la ligue disaient, c'est qu'il y avait peut-être déjà un truc en place entre les Grizzlies et Smart et les Celtics pour Smart, et que ça a été étendu avec les Wizards pour que Porzingis soit dedans une fois que le trade de Brogdon est tombé à l'eau, parce que tout le monde s'accorde pour dire que ça quand même va vachement rapide, 2 heures pour créer un trade comme ça. Donc voilà, je pense que je suis pas sûr que si Brogdon avait été trade, on aurait quand même gardé Smart. C'est possible qu'on serait allé chercher Tyus Jones, et du coup on aurait quand même trade Smart. C'est pas impossible. Maintenant, je suis pas dans les bureaux, je peux pas l'avancer, mais beaucoup de gens s'accordent pour dire que ça paraît un peu rapide comme timing, et surtout comme décision en fait, hein, parce que même si nous on a le fait d'avoir Porzingis qui devait absolument être trade par rapport à sa player option qu'il fallait absolument qu'il récupère maintenant, mais les Grizzlies ils ont pas, rien ne les force à étendre ce trade à 3 équipes et à le faire immédiatement, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose qui était déjà en place. Bref, pour parler de Porzingis, déjà je suis obligé de commencer par ça parce que
je suis pas le seul dans l'équipe. Enfin, je sais que ça dérange tout le monde, plus ou moins, on va dire. Porzingis, faut le rappeler, au moment où il a été trade aux Mavericks, donc il était au Knicks, il a été trade aux Mavericks. Puis là, à ce moment-là, environ, il y a eu des allégations assez sérieuses, une accusation de viol qui a été faite en son encontre. Il n'est jamais été officiellement déclaré coupable. Il a fait ce qui est souvent fait aux États-Unis, c'est-à-dire un deal de l'argent en échange de l'abandon des poursuites, ce qui ne veut pas dire qu'il est innocenté. Voilà, donc ça je tiens à le rappeler parce que je me sens pas à l'aise de célébrer, d'être content pour un joueur comme ça, parce que moi j'estime qu'il faut croire les victimes. Voilà, donc ça une fois que ça c'est dit, on peut passer à l'aspect sportif, tout en gardant en tête que toutes mes opinions sur ce joueur vont être forcément influencées par ça, par le fait que ce que je pense de l'homme et qui il est en tant qu'homme. Voilà. Je pense que Porzingis c'est une bonne cible. Je pense que en étant réaliste, le trade Porzingis-Smart sportivement, ça a du sens si on considère juste les joueurs 1 pour 1, plus les pics qu'on a récupérés. Il faut rappeler qu'on a récupéré dans le deal le premier tour de cette année, donc une pick 25. Je vous expliquerai d'ailleurs ce qu'on a fait après avec tout à l'heure, c'est assez drôle. Et le pick de premier tour de Golden State de l'année prochaine. Donc en termes de valeur, le trade est quand même assez intéressant. Au moment où c'était Porzingis pour Brogdon, j'avais absolument aucun problème avec le trade sportivement. Je trouvais que c'était un excellent trade et que on avait quand même pas mal de chances de réussir à faire ce genre de choses parce que ça me paraissait quand même peu cher payé pour Porzingis. Quand c'est Smart, je trouve ça quand même plus cher parce que là clairement ça va faire prendre une toute nouvelle identité à l'équipe. Défensivement, je pense qu'on peut dire totalement adieu au switch, à la fois avec, comme Vincent l'a dit, la perte de Smart qui pouvait défendre sur à peu près tous les joueurs de la ligue et tous les postes, pour récupérer Porzingis qui, même si c'est un bon défenseur et c'est un bon shot blocker, il est incapable de vraiment switch et d'aller défendre sur des meneurs, voire certains ailiers un peu trop rapides. Après, c'est un très bon défenseur, protecteur de cercle surtout. Donc ça, c'est un aspect qu'on gagne en plus parce qu'on avait un peu que Rob Williams qui est excellent mais qui peut pas suffire, je pense, pour avoir une défense permanente dans ce système-là en fait, sans switch. Je pense que c'est bien d'avoir deux profils qui peuvent se compléter. Après, moi, je trouve qu'offensivement, c'est pas forcément une direction que j'aime parce que on perd beaucoup de playmaking quand même avec le départ de Smart. Ça va être donc comme j'ai dit tout à l'heure, ça va vouloir dire donner le ballon à Tatum et à Smart beaucoup plus dans des situations où on a vu qu'ils étaient tous les deux pas très performants. Brown, c'est le running gag de sa main gauche et de son dribble, mais c'est quand même assez grave, assez grave et inquiétant pour un joueur de ce niveau-là d'être aussi peu capable de gérer son dribble. Et Tatum, même si il est très bon et que pour moi c'est un très très bon playmaker et il peut être un très bon playmaker complémentaire, sachant la gravité qu'il apporte et le nombre de défenseurs qu'il attire vers lui, il fait très bien le travail. Mais je pense que s'il y a personne d'autre à côté, ça peut commencer à être compliqué, surtout vu ces tendances un peu de ralentissement du jeu, tout ça. C'était un peu souvent Smart qui réussissait à réaccélérer le jeu, à passer le ballon assez rapidement. Donc je pense qu'on va quand même perdre pas mal offensivement sur ça. Après, on va gagner un nouveau type de jeu. Faudra voir s'ils arrivent à intégrer Porzingis en le faisant en ce qui gardant faut qu'il garde ses capacités à lui, donc le 3 points et le post-up sur des joueurs plus petits que lui. Donc, si on arrive à lui créer des mismatchs, il est assez létal là-dessus. J'ai vu une stat passer, je vais pas vous la dire parce que je me l'ai pas en tête, mais il marque beaucoup de points par post-up contre des joueurs plus petits que lui, donc c'est quand même intéressant. Après, comme je dis, moi sportivement, je pense qu'on est mieux avec Smart et si ça avait été contre Brogdon, j'aurais dit que c'était très bien et je trouve que pour Smart on perd trop pour ce qu'on gagne. Voilà, je vais laisser Vincent qui est plus positif que moi dire ce qu'il en pense. Ok, bah vas-y du coup Vincent, à toi. Donc moi effectivement je suis un peu plus positif, même si j'enlève rien à ce que tu as dit, à savoir la perte de playmaking de Smart va rester problématique. De ce point de vue, j'espère que White step up en ce sens. J'ai vachement d'espoir sur White, sur le playmaking, parce qu'en fait j'ai l'impression que ce mec est assez métamorphe, il fait ce qu'on lui demande. On lui a demandé de devenir un bon spot-up shooter, il l'a fait cette année. Il y a eu des flashs de playmaking cette année aussi excellents, donc je compte vraiment sur lui pour qu'il devienne le meneur titulaire de cette équipe prétendante au titre.
Après, en ce qui concerne Porzingis, moi, ce qui m'intrigue, je suis pas spécialement hyper enthousiaste, en tout cas, ça m'intrigue. Parce qu'en fait, je trouve qu'il va combler des faiblesses qu'on a depuis des années. Donc effectivement, c'est un mec qui sort de sa meilleure saison de carrière. Donc le gars était à 23 points, avec une super efficacité. Je vais pas vous abreuver de chiffres, mais globalement, il a scoré plus efficacement que Tatum, Brown, Brogdon, White et Smart cette année. Il avait un true shooting plus à 108, donc c'est très bon, excellent. Donc le fameux profil du 2m20 qui shoot à 3 points, donc ça va nous permettre de continuer à jouer en 5-out. C'est une des grandes lubies de notre coach Joe Mazzulla. Et l'année dernière, là où il a été très bon aussi, et là où je trouve que nous c'est une grosse faiblesse, c'est qu'il a été beaucoup sur la ligne des lancers. Et il a été beaucoup sur la ligne des lancers. Globalement, il a été aussi fréquemment sur la ligne des lancers qu'un Tatum au niveau des stats. Donc par rapport à son nombre de shoots tentés, c'est un mec qui va se créer des points faciles sur la ligne des lancers francs. Tout à l'heure, tu parlais des post-up. Effectivement, j'ai vu la stat, je l'ai noté. Globalement, cette année, sur un bon petit volume de post-up, il est deuxième de NBA en efficacité derrière Jokic, mais tout le monde est derrière Jokic dans toutes les stats, j'ai l'impression. Donc il était à 1,18 points par possession sur post-up. Juste à titre de comparaison, un Embiid était à 1,13. Donc ça nous classe quand même le bonhomme sur les post-up. Et donc ça, c'est un truc qu'on fait quasiment pas. Donc moi, ce que j'espère avec lui offensivement, c'est que il nous apporte de la variété. Où on était énormément à 3 points, donc on parle beaucoup de son 3 points, mais il n'en prend pas en ratio tant que ça. En tout cas, l'année dernière, je me base beaucoup sur l'année dernière au Wizards parce que globalement, c'est sa meilleure en carrière. Donc si je veux pas déprimer, je me base là-dessus. Hein. Donc voilà. Et je pense aussi que Stevens, en faisant venir Porzingis, il rééquilibre le roster. Il avait 3 guards de haut niveau assez comparables en niveau, et il avait son secteur intérieur, son poste de pivot tenu par Al Horford de 36-37 ans et un Robert Williams qui joue très peu, qui est vraiment très souvent blessé. Donc là, il ramène un mec qui peut jouer 4, qui peut jouer 5, qui est aussi un peu injury prone, mais en fait globalement, avec les 3, on peut se dire qu'on peut avoir une paire d'intérieurs en permanence sur le terrain, en fait, même si Al Horford joue pas les back-to-back, si Rob Williams loupe une partie de la saison, on peut espérer en avoir 2 sur les 3 quasiment tous les matchs. Je pense que ça peut nous permettre d'avoir un secteur intérieur de très très haut niveau. Après, il y a la question de savoir s'il peut jouer avec Horford et avec Rob Williams. Donc avec Horford, j'ai pas trop de doutes. De toute façon, je pense que tous les intérieurs peuvent jouer avec Horford. C'est surtout qu'Horford peut jouer avec tout le monde. Avec Rob Williams, c'est vrai que c'est un peu plus dur de se projeter. Bon, l'année dernière, il a joué Porzingis 500 minutes avec Daniel Gafford, qui a un peu le même profil de joueur en termes que Rob Williams. Et donc le net rating était positif dans une équipe pas terrible. Donc ça, c'est plutôt encourageant, c'est jouable. Alors leur défense pendant ces minutes-là, elle n'était pas folle, donc ça reste à voir. Mais c'est pas impossible. On peut éventuellement se projeter là-dessus. Après, moi, la grosse crainte que j'ai avec lui, c'est sur la défense. Elias, tu disais qu'on allait devoir changer beaucoup de choses au niveau de la défense. Je pense que c'est clairement l'identité défensive de l'équipe qui va changer. On faisait du switch all à profusion. Là, clairement, on va se mettre à jouer beaucoup plus de drop. C'est un mec qui est capable de protéger le cercle à haut niveau. Là, moi, j'ai été chercher parce que, comme toi, Johan, j'ai pas maté beaucoup de matchs de Washington l'année dernière parce que je tiens à mes yeux. Donc globalement, j'ai été voir les stats qui nous donnent de combien il fait baisser l'efficacité de l'attaquant très proche du panier. Donc l'année dernière, sous moins de 6 pieds, donc très très proche du panier, il faisait baisser l'efficacité de l'attaquant de 11%. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est exactement le même chiffre que Rob Williams avait en 2021-2022, donc sa meilleure saison. Et cette année, les meilleurs de la ligue, c'était Jaren Jackson Jr. et un Brook Lopez, qui eux ils faisaient baisser l'efficacité de l'attaquant de 12,8% et de 13%. Donc on voit que c'est au-dessus des 10%. On voit que c'est quand même une qualité qui est proche de l'élite. Donc voilà, ça va être à notre coaching staff de le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il nous apporte ses qualités. Moi, je lui vois des qualités qui sont proches de l'élite et qui peuvent être complémentaires de ce qu'on a déjà. Donc ça me paraît plutôt intéressant. Voilà ce que j'avais à dire sur Monsieur Porzingis.
Eh bien, merci beaucoup, Vincent. Question comme ça, là, à la volée. Avec le coaching staff qu'on a recruté, je ne sais pas si ça vous parle, Vincent, je ne sais pas trop. Moi, j'avoue honnêtement que quand je vois passer les nouvelles des coachs recrutés, etc., encore une fois, je n'ai pas assez de temps pour. Ça ne me parle pas forcément. Est-ce que toi, Elias, peut-être tu les connais un peu mieux? L'équipe qui a été recrutée, là, les différents noms qu'on a vu passer dans le coaching staff de Mazzoula, Ouais. ça peut fonctionner avec un Porzingis et puis sans un Smart. Enfin, en gros, cette équipe avec le visage qu'elle a aujourd'hui, parce qu'on va en reparler un petit peu après, mais on n'a aucune certitude que on espère, mais on n'a aucune certitude que la saison ne démarre pas avec le roster tel qu'il est, en tout cas sans autres gros joueurs. Le coaching staff qui a été recruté sans Smart et avec Porzingis, pour toi, ça peut matcher? Alors, je suis pas au courant des spécialités absolues de chaque coach, hein, je vais pas prétendre ça, je les connais pas. Enfin, je les connais pas aussi profondément que ça, mais donc on a recruté premier assistant qu'on a recruté, c'est Sam Cassell, donc ancien meneur qui a joué aux Celtics, qui a gagné un titre en 2008 avec les Celtics, qui est coach assistant de Doc Rivers depuis 2012-2013, depuis qu'il arrive aux Clippers en fait. Donc, voilà, c'est une peut-être avant Orlando, enfin bref, c'est pas grave. Ah non, il allait direct aux Clippers en fait, j'ai rien dit. Pardon. Et donc Sam Cassell, qui était un des assistants les plus en vue de la ligue, qui passe des interviews pour des postes de head coach depuis quelques années. Je sais qu'Hugo aime bien dire que en général, un coach qui passe des interviews depuis plusieurs années, c'est que c'est mauvais signe, dans le sens où il sera probablement jamais head coach et que si aucune équipe a trouvé qu'il soit le bon candidat, c'est que il a pas forcément les épaules. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a 30 postes de head coach en NBA, dont on va dire facilement 5 qui sont assez gelés. Donc c'est quand même très difficile de trouver des postes. Donc Sam Cassell, pour moi, c'est une très bonne addition. C'est un peu un coach polyvalent qui est à la fois un ancien joueur, donc qui s'est connecté avec les joueurs très, très efficacement, et c'est aussi apparemment un très bon tacticien selon Doc Rivers et selon certains autres coachs qui ont été avec lui, qui apparemment est un très bon coach offensif. Et ensuite, on a recruté j'ai un trou de mémoire. Charles Lee, merci. Parce qu'il y avait deux assistants il y avait Darvin Ham aussi qui était au Bucks l'année avant, qui était aussi très demandé, qui était un des deux assistants phares du coach de Mike Budenholzer au Bucks l'année où ils ont gagné, enfin même cette année aussi, mais d'ailleurs il s'est fait virer, donc il est plus à Milwaukee, mais qui était aussi lui pour le coup qui sera head coach dans la ligue. C'est presque sûr, il est tout jeune, il a même pas 40 ans il me semble. Il a déjà fait plusieurs interviews pour des postes de head coach, dont celui des Celtics au moment de Ime Udoka, il me semble. En tout cas, c'est sûr qu'il a été consulté. Je ne sais pas s'il était dans les phases finales des interviews, mais en tout cas, il a été considéré. Donc, c'est aussi un coach très en vue. Donc, je pense que c'est un très bon recrutement. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Après, pour répondre à ta question, vraiment, je ne sais pas si par rapport à la perte de Marcus Smart et l'arrivée de Porzingis, Sam Cassell entraînait Joel Embiid assez longtemps à Philadelphie. Donc, le profil Porzingis, c'est-à-dire un big qui shoot un peu, il le connaît. Charles Lee était coach de Brook Lopez, un très bon défenseur au panier, et de Giannis, même si c'est pas vraiment le même profil que Porzingis. Donc je pense qu'ils ont de quoi trouver les bons moyens pour les joueurs, enfin pour le nouveau joueur, on va dire, de le faire marcher. Après, c'est un peu dur de vraiment déterminer à quoi servent les assistants. C'est plus facile de voir quand on manque d'assistants que vraiment à quoi ils servent quand on les a. Hein. Parce que là, on passe d'une année avec Will Hardy et Damon Stoudemire sous Ime Udoka à une année sans les deux sous Mazzulla, et ça a été très compliqué. Donc je pense que c'est quand même très important d'avoir des assistants de renom. J'ai un peu peur de l'effet Mazzulla potentiellement sur la sellette, et les deux assistants principaux qui se battent un peu pour le poste d'intérim si jamais il y a un souci. Après, ça reste des professionnels, et je pense que c'est des bons. Enfin, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait l'année dernière. Donc c'est très bon travail de Brad Stevens encore une fois et de Joe Mazzulla, qui ont réussi à faire de très bons recrutements là-dessus.
Ok. Bon, si vous avez rien à ajouter, on va pouvoir passer au sujet suivant. On va parler quand même un petit peu de la draft, hein, puisque bon, on n'était pas on n'était pas attendu dans des choix de draft trop hauts, mais on a quand même récupéré le pick 25. Alors bon, c'est marrant de voir ce qui s'est passé du coup. Vincent, je te lance un peu là-dessus. Tu nous refais un peu l'historique du sport de la draft, et puis après on donnera la parole à Elias. Ok, donc effectivement, dans le trade de Marcus Smart, on récupère donc Porzingis, le pick 25 2023 de Memphis et le pick du premier tour 2024 de Golden State qui sera protégé dans 1 à 4. Donc ça, on l'a récupéré. Donc le soir de la draft, Brad Stevens, il a passé sa soirée à trade down. Donc le pick 25, je vous le fais pas fois par fois, il s'est transformé au final en un pick 38 et plein d'autres second tours de draft. Donc 4 second tours de draft pour les années qui viennent et plutôt des bons second tours de draft en plus parce qu'en 2024 on aura su des Mavs, donc bon, il sera peut-être pas formidable. En 2025 on aura donc un second tour qui sera le meilleur entre celui des Pistons, de Golden State et de Washington, donc il y a quand même moyen que ça soit entre 31 et 37-8 on va dire. En 2026 ce sera le meilleur entre celui des Vols, des Pels, des Knicks et des Blazers. Donc pareil, on a une vraie possibilité d'avoir un second tour plutôt bien placé. Et en 2027, c'est celui des Hawks. Donc voilà un petit peu ce qu'il a fait. Et donc avec le pick 38, il a piqué Jordan Walsh. Donc moi, je suis pas un éminent spécialiste de la draft. Tout ce que je sais, je l'ai appris dans le podcast du trèfle, le dernier épisode des copains, et sur le profil d'envergure qu'ils avaient fait. Donc, en tout cas, moi, le profil qui m'en a été décrit, ça me plaît. Est-ce qu'il peut remplacer Grant Williams si jamais on le perd lui aussi? Pourquoi pas? En tout cas, le profil sélectionné, il est intéressant, il me plaît. Après, moi, je l'ai jamais vu jouer. J'ai vu 2-3 highlights, mais vraiment rien d'extraordinaire. Donc voilà. Et donc, ouais, Elias, si tu veux nous faire le détail exactement de ce qu'a fait Brad Stevens ce soir de la draft. Ouais, parce que c'est quand même assez drôle et comme je me suis amusé à le faire, je vais quand même. Alors donc, comme tu l'as dit, le 25, on avait le pick 25 via. On a échangé le pick 35 qu'on avait à la base, c'est devenu le 25 dans le trade avec les Grizzlies pour Marcus Smart. Donc le pick 25 est d'abord devenu. Enfin, on a sélectionné Marcus Sasser pour Détroit. En échange, on l'a envoyé à Détroit en échange du pick 31 et de plusieurs second tours, donc 2 il me semble. Ensuite, le pick 34 le pick 31, on l'a échangé contre le pick 34 et le pick 39 de ces mêmes drafts. Une fois qu'on est arrivé au pick 34, non, on n'a toujours pas pick. On l'a échangé contre le pick 38 et un futur pick de second tour. Au pick 38, là il était 5h15 du matin, j'étais en train de m'endormir devant mon PC, mais j'étais encore là. On a pick Jordan Walsh, donc de l'université de Arkansas, pardon. Et le pick 39 qu'on avait récupéré au préalable en échange du pick 31, on l'a envoyé contre un futur second tour aux Hawks. Donc, comme tu l'as résumé, c'est le pick 25 contre Jordan Walsh et 4 futurs picks de second tour. Donc, de ce que j'ai lu, c'est quand même très bonne valeur, sachant que Jordan Walsh était projeté fin premier tour entre 26 pour les plus fous et 40-45 pour les moins optimistes. Donc c'est quand même une très bonne valeur hein, si on est totalement honnête, surtout qu'on voit que depuis quelques intersaisons, quelques trade deadlines, les seconds tours sont devenus énormément plus valuable qu'avant. Hein. On voit des trades en échange de 5-6 seconds tours, donc c'est très bien d'en avoir sous l'épaule. Donc ça fait mal au cœur de se dire qu'on a trade Smart pour 4 seconds tours et un jeune qu'on connaît pas et qui jouera peut-être jamais, mais c'est quand même bien à savoir. Donc oui, comme Vincent l'a dit, moi je suis absolument un expert total à la draft, hein, c'est faux, je regarde pas l'université, je suis désolé, mais je me suis quand même intéressé parce que le profil m'intéresse, il a l'air d'être assez drôle, assez sympa comme joueur, donc il m'a un peu attiré, on va dire. Donc je suis un peu tombé, j'ai écouté, donc comme Vincent l'a dit, la partie sur lui des copains du trèfle qu'on fait pré-draft, j'ai aussi écouté le podcast d'envergure et je me suis amusé à aller écouter quelques podcasts d'Américains qui savent plus de quoi ils parlent que moi, quand même. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un ailier de 2 mètres, sans chaussures, tout pile, à peu près. Enfin, tout pile,
ils savent pas parce qu'ils mesurent en pied, donc c'est jamais très précis, mais en gros il fait 2 mètres. Il a une envergure, c'est assez fou, de presque 2m20. Donc il est mesuré à la combine à 7 pieds, 1 pouce et 3 quarts. Donc presque 7 pieds et 2 pouces. Et c'est là qu'intervient ma magnifique stat que j'ai un peu spoilé aux copains avant d'enregistrer. Enfin, que j'ai hypé aux copains. Donc j'ai entendu un podcast où il parlait de ces profils-là d'ailiers qui ont une envergure absolument immense. Et donc, depuis 2016, les joueurs qui ont été draftés au premier tour, qui ne sont pas des bigs, donc pas des pivots, et qui ont une envergure de plus de 2m19, donc ce qui est presque Jordan Walsh, c'est donc Ingram, Siakam, Anunoby, Michael Bridges, Rui Hachimura, PJ Washington, Scottie Barnes, Jalen Williams de Santa Clara et Tari Eason. Donc c'est presque que des excellents joueurs. Si on oublie peut-être Rui Hachimura qui a été piqué un peu trop haut, mais je pense qu'il a quand même un bon futur dans la ligue. Et PJ Washington qui pour moi, je suis pas sûr qu'il soit un futur starter, même si peut-être. C'est tous des excellents joueurs, des excellents défenseurs. Après, ils ont été piqués au premier tour et pas Jordan Walsh, mais la stat est intéressante pour voir que ce profil-là est quand même assez rare et qu'en général, c'est des très très bons joueurs parce qu'avec ce physique-là, c'est plus facile de jouer au basket quand tu es un bon défenseur et que tu as ce physique. Petite anecdote, à la base, il parlait pas du tout de Jordan Walsh quand il parlait de ces physiques-là. Il parlait de Bilal Coulibaly qui a été piqué par les Wizards et qui a exactement ce profil-là, qui a une envergure gigantesque comme ça et qui est un excellent athlète et défenseur. Donc ça m'a fait rire d'un peu comparer avec Jordan Walsh qui a le même profil. Donc je dis pas qu'il sera Michael Bridges ou OG Anunoby, mais il a un profil de très bon défenseur. Je crois qu'il est considéré comme un des meilleurs défenseurs de la draft par beaucoup, parce qu'il est super versatile. À la fac, il défendait de 1 à 5, ce qui est quand même assez rare. Bon, il pourra pas faire ça, je pense, à la NBA, surtout au début, parce que ça va beaucoup plus vite, mais c'est quand même assez rare, donc c'est bien. Le problème, comme les copains l'ont dit dans le podcast avant la draft, c'est son tir extérieur et son apport offensif. J'ai lu pas mal et j'ai lu une interview d'un de ses coachs qui disait que la situation n'était pas très bonne pour lui à la fac, qu'il n'y avait pas un très bon jeu en termes de offensivement, il n'avait pas beaucoup d'opportunités. Il est devenu un tireur de 3 points dans le coin, sauf que c'est pas du tout ce qu'il savait faire offensivement. Au lycée, comme Hugo nous l'a rappelé, au lycée c'était presque un meneur de jeu. Il tournait à 5 assists par match en sa première année et 3,8 je crois sa deuxième année. Donc c'est clairement, il a grandi en jouant meneur ou presque, et donc il sait à peu près dribbler. Bien sûr il le fera pas en NBA, surtout pas au début, mais c'est pas que un défenseur. Après faut voir ce qu'il peut donner. Ça m'étonnerait qu'il joue la première année, clairement. Je pense qu'il fera pas mal de G-League pour développer un peu un jeu offensif avec moins de pression, un peu plus de responsabilité. Et il faut voir s'ils arrivent à développer son shoot extérieur qui a une relativement bonne mécanique. Le vrai problème, c'est ça rentre pas. Je crois que c'est 27% sur 70 essais, quelque chose comme ça à la fac, donc c'est quand même pas exceptionnel. Faut voir, avec des si grands bras, des fois il y a des gens qui arrivent juste jamais à développer un shoot correct. Donc je pense que c'est là que ça va être déterminant pour lui, sauf si c'est vraiment un des 5 meilleurs défenseurs de la ligue. Il pourrait se permettre de pas avoir de tir extérieur, mais je pense que sinon ça va être compliqué, surtout dans une équipe comme la nôtre où clairement il peut pas faire grand chose d'autre que tirer parce que offensivement on a trop de joueurs qui sont bien meilleurs que lui pour lui donner des responsabilités. Mais je suis intrigué par le pick. En plus j'ai vu ses interviews, ça a l'air d'être vraiment un gars intéressant, drôle, qui a une bonne gueule, qui a l'air mature. Il a que 19 ans, mais il a que 19 ans. Voilà, c'était ça ma blague aussi, les gars. Vous êtes de 87, lui c'est de 2004. Je sais pas si, même moi ça me fait être vieux, donc j'imagine que vous c'est encore pire. Donc voilà, moi je suis assez bon, je vais pas dire que je suis content et que je suis hypé parce que comme je vous l'ai dit, j'y connais pas grand chose à la draft et je suis de très loin. Les 2 semaines avant la draft, j'écoute quelques podcasts et je lis quelques articles et c'est là que s'arrêtent mes recherches. Mais de ce que j'en vois, de gens dont l'avis je suis souvent d'accord avec. Ça m'a l'air correct, donc je suis assez content. C'est un profil qui est très rare dans la ligue et si jamais la chance sur 5 ou 6, on va dire que ça devienne un joueur de rotation, ça a tellement de valeur, un mec comme ça, que je pense que c'est un bon choix, surtout aussi tard dans la draft où c'est de plus en plus rare de trouver des joueurs de rotation solides, quoi.
Alors, je noterai quand même, j'ai pas pensé à rebondir sur le moment, mais tout à l'heure, tu as quand même dit, en parlant de Charles Lee, qu'il était tout jeune, il avait même pas 40 ans. Donc voilà, ça m'a fait plaisir sur le moment. Si c'est C'est pour me... par rapport au coach en NBA, attention. Hein, Ouais, non, mais j'ai bien compris, mais bon, je me suis fait retraiter de vieux derrière, mais ça Il empêche est pas né que en 1984, donc il n'a pas 40 ans, effectivement. Voilà, c'est ça. J'ai noté. Juste pour finir sur Jordan Walsh, pour toi, alors c'est quoi? Il prend un two-way, Non. Alors, ce qui est bien avec, c'est peut-être seule chose de bien dans ce nouveau CBA qui est d'ailleurs qui est sorti au moment où on enregistre, donc je vais me faire le plaisir de lire 600 pages de CBA. Mais ce qui est bien avec, c'est qu'on peut maintenant signer 4 ans des joueurs qui ont été sélectionnés en second tour. Et avec ce genre de profil et avec la situation financière de l'équipe qui fait que clairement on n'a presque pas de flexibilité, c'est très intéressant d'avoir des joueurs sous contrat rookie. Donc à mon avis, il sera signé 4 ans via l'exception de second tour qui a été créé là récemment. Donc je pense qu'il prendra un contrat standard NBA pendant 4 ans. Il sera envoyé en G-League surtout au début, mais il sera là pour le training camp, pour tous les trucs comme ça. La Summer League, il a déjà dit c'est déjà prévu qu'il y joue. Donc je pense qu'il sera sur un contrat normal. Je pense qu'il sera sur le banc la grande majorité du temps, qui n'est pas du garbage time, mais tout le monde a l'air de dire que ce sera un contrat de 4 ans standard. Ok. Bon, très bien. Dernier petit sujet, on l'évoquait tout à l'heure. Et maintenant, quand on regarde un petit peu le roster tel qu'il est aujourd'hui, donc on se posait la question, est-ce que ce roster est meilleur sans Smart et avec Porzingis? Je pense que vous avez globalement répondu à cette question avant qu'elle soit posée tous les deux quand vous en parliez. Il y a des inquiétudes au niveau du playmaking. Alors moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. C'est vrai que le playmaking, je compte fort sur Derek White pour faire quelque chose à ce niveau-là. La défense, c'est pareil, parce que c'est vrai que Derek White qui fait quand même une saison défensive assez extraordinaire. Alors dans l'aura défensive, on va dire, c'est sûr que c'est pas comparable avec Marcus, mais quand même cette saison, c'était très propre. Donc est-ce que ça peut devenir un petit peu le patron de la défense sur le backcourt? Ça pourrait être un changement intéressant. Du coup, le besoin de playmaking, est-ce qu'il faut du renfort dans l'aile? On a toujours la question de Grant Williams, du coup, comment ça va tourner? Est-ce qu'il va forcément être envoyé ailleurs? Est-ce qu'il va y avoir un sign and trade? Est-ce que Brogdon va rester, du coup? Parce que c'est pareil, moi j'ai vu passer pas mal de... Bon, alors après, c'est les pages Twitter, c'est pas forcément toujours sérieux, mais c'est vrai qu'on voit passer beaucoup de choses, d'idées de trade, de choses comme ça. J'ai un peu du mal à imaginer qu'on se sépare de Brogdon maintenant qu'on n'a plus que, entre guillemets, White et lui. Et puis Peyton Pritchard, du coup, qui va se retrouver en troisième meneur. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on peut se permettre? Voilà, pardon, hein, je vous balance plein d'idées en vrac. Et puis, mais bon, n'hésitez pas à affiner et à me dire, vous, comment vous voyez ça. Il y a la free agency aussi, hein, bien sûr, qui arrive. Comment vous voyez les nécessités? Parce qu'après tout, peut-être que le roster restera en l'état jusqu'à la deadline. Il y a la question de... Ah mince, j'ai mangé ça. Oui, Blake Griffin, pardon, qui du coup n'a plus de contrat. Est-ce qu'il va être re-signé d'après vous? Enfin voilà, comment va se construire la fin du roster et de quoi on a besoin selon vous? Vincent? On a besoin un peu nulle part, un peu partout, j'ai envie de dire. Là, c'est super compliqué de dire où ça va partir, parce que déjà, on a vu que Stevens, il n'hésitait pas, donc il peut partir dans tous les sens. Tu as parlé de Brogdon, il peut mettre Brogdon et des pics pour aller chercher ce fameux playmaking de haut niveau, parce que c'est une qualité qui est quand même recherchée et qui a de la valeur. Donc oui, il y a ça. Sur l'aile, on peut avoir besoin de ces fameux trendy qu'on n'a plus tant que ça, même si moi je crois fort en Hauser, donc j'aimerais qu'il soit définitivement installé dans la rotation et pourquoi pas même quelques minutes en playoff, je peux y croire. Donc ouais, ça peut partir dans tous les sens, à savoir que si jamais Grant Williams part contre rien du tout, on aura une taxpayer mid-level exceptions à 7 millions environ à donner. Donc on aura ça qu'on pourra donner.
donc à des free agents. Pourquoi pas sinon monter un sign and trade pour Grant Williams si jamais on ne souhaite pas le conserver. Donc là, y attacher un pic pour récupérer quelque chose, ou même récupérer un pic d'ailleurs. Si jamais une équipe qui n'a pas le cap disponible veut lui donner un contrat. Là, c'est vraiment compliqué. En l'état, moi, le roster, si on le pose comme ça, on a 7 joueurs de très haut niveau. Brogdon, White, les Jays, nos 3 intérieurs. Ça nous fait déjà 7 joueurs qui peuvent jouer en playoff. Avec 3 mecs très injury prone, avec Porzingis, Brogdon, Rob Williams et un Al Horford qui va avoir 37 ans. Donc en l'état, le roster peut me convenir avec 1 ou 2 ajouts. T'as parlé de Blake Griffin, pourquoi pas, s'il veut toujours un minimum, il a l'air de bien s'être fondu dans le collectif. Pourquoi pas qu'il reste là, pas pour jouer, hein, mais finalement il peut apporter du lien dans ce vestiaire et de l'expérience. Mais ça peut vraiment partir dans tous les sens en fait. Donc on n'a pas vraiment, à mon avis, un besoin en particulier, mais on n'a pas spécialement de faiblesse. Si je pose le roster comme ça, il reste un des meilleurs rosters de la ligue à mon avis. Donc voilà ce que je peux penser de la suite. C'est vraiment Stevens qui va appuyer sur les boutons ou pas, ou rester tel quel si lui il estime qu'il a le roster qu'il faut pour gagner. Ouais. Elias, t'es d'accord avec ça? Toi, est-ce que pour toi, on bouge forcément avant le début de la saison régulière là, avec la free agency qui arrive, avec de toute façon la question de Grant, mais bon, si Grant reste, ce serait pas forcément, ce sera pas considéré comme un move, mais qu'est-ce que t'en penses toi? Ça va bouger? C'est obligatoire ou bien est-ce que ça peut démarrer comme ça? Alors, je suis pas sûr que ce soit obligatoire que ça bouge. Il y a 2 semaines encore, je vous aurais dit que c'était impossible que Grant re-signe. Mais là, il y a quelques articles dans les 2-3 derniers jours qui sont sortis qui disaient que c'était pas complètement impossible que Grant re-signe au final. Peut-être que c'est pour faire monter les offres des potentielles équipes qui veulent le signer. Peut-être que c'est pour remettre la pression sur les Celtics, je sais pas. Mais en tout cas, il y a des articles qui sont sortis disant que c'était une possibilité. Moi, je serais pas contre. Hein. C'est ce que j'ai toujours dit, ça a toujours été ma ligne éditoriale, c'est pas mon argent, on peut se le permettre. Au pire, ce sera pas un trop gros contrat pour qu'il soit pas échangeable. Et Grant Williams, son profil aura toujours un peu de valeur, donc on pourra toujours trouver un trade pour lui si jamais ça va pas. Après, je serais pas triste de le perdre, je pense que c'est pas non plus un joueur indispensable et je pense qu'il est plus facilement remplaçable que beaucoup ne le pensent, surtout avec l'arrivée de Porzingis qui va le rendre un peu plus obsolète. Après, comme dit Vincent, je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'on n'est pas parfait, mais on n'est pas non plus absolument obligé de s'améliorer. Moi, je suis toujours sur le même avis qu'il nous manque un peu de playmaking, surtout arrivé en playoff. C'est un peu dur à dire parce que, faut trouver des joueurs à des prix raisonnables qui sont capables de mener le jeu en playoff. C'est quand même assez rare. Donc les noms qui traînent, c'est les 2 meneurs que Washington ont actuellement, donc Tyus Jones et Monte Morris, un des 2. Les 2 sont très capables, ils sont un peu réputés pour leur stat d'assist to turnover, c'est-à-dire qu'ils perdent jamais la balle par rapport au nombre d'assists qu'ils ont, donc c'est assez impressionnant. Monte Morris a su montrer qu'en playoff il était très capable et qu'il savait tenir les épaules en tant que meneur backup. Donc moi je serais pas contre, sachant que moi je suis toujours de l'avis que Brogdon n'est pas un excellent meneur playmaker et que si on garde et au vu de ses résultats, ses performances au tir, c'est pas du tout délirant de le faire jouer à côté d'un autre meneur playmaker parce que ça peut lui bénéficier à lui aussi carrément. Donc c'est même pas forcément que contre lui, c'est-à-dire que ça peut juste aussi être bien mieux pour l'équipe de l'avoir en tant que shooting guard un peu comme on peut dire. Donc pour moi, faut peut-être aller chercher là-dessus, mais faut pas surpayer pour un mec qui pourra pas jouer en playoff parce que c'est con. Je crois pas du tout en l'amélioration de Peyton Pritchard, l'élévation de son niveau pour qu'il puisse jouer en playoff. Je pense qu'il est trop limité. Il est à peine capable de battre un joueur en 1 contre 1. Donc pour moi, il est pas bon à ce niveau-là. Comme dit Vincent, j'aimerais bien voir Hauser jouer un peu plus. Parce qu'au final, il a joué qu'une saison en NBA. Il a eu ses hauts et ses bas, mais c'est un tireur. C'est un peu normal. Donc je pense qu'il va jouer en saison régulière. Je pense qu'il compte un peu sur lui pour avoir quelques minutes à ce poste-là. Mais j'aimerais quand même, j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je le dis, mais j'aimerais quand même un peu de renfort, enfin pas 5 ans, parce qu'il y avait
On en avait un peu trop il y a 5 ans, mais un renfort, au moins un à l'aile pour la saison régulière, quoi. Même un profil pas du tout sexy qui jouera pas une minute en playoff, mais j'ai noté des noms absolument horribles, hein, que je souhaite à personne de rêver ça, mais genre Jay Crowder, Joe Ingles, George Niang, même Yuta Watanabe, des mecs comme ça qui pourront jouer en saison régulière, qui ne feront pas perdre des matchs, qui pourront juste prendre des minutes pour que Tatum et Brown se reposent, surtout s'ils ont plus de responsabilités au playmaking, ça sera un peu plus difficile pour eux. Après tout ça, c'est des agents libres qu'on peut signer avec soit le MLE, soit une partie du MLE si on l'a. Après voilà, hein, je suis pas dans le front office et c'est à eux de juger. Je pense que ils ont ces conversations, je pense qu'ils sont bien au courant de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le roster, et moi tout ce que je veux c'est que tout le monde arrive en playoff en bonne santé et qu'on a une rotation de 7 ou 8 compétentes en playoff. Et pour moi, il manque peut-être un meneur compétent en playoff qui peut compléter, mais c'est peut-être un peu du luxe de dire ça, je sais pas, on verra en saison régulière. Alors bon, je réponds, enfin je rebondis sur 2 trucs que tu as dit. Un Josh Richardson, ça vaut combien? Bah oui, c'est le profil qui jouera pas en playoff, mais je préfère quelqu'un d'un peu plus jeune qui a peut-être un peu plus d'upside, comme un George Niang ou un Yuta Watanabe, comme je disais, qui ont un peu moins d'expérience, mais comme ils ont moins d'expérience, peut-être qu'ils peuvent encore s'améliorer, tu vois. Et du coup, est-ce qu'on peut pas, bon après c'est sûr que entre la free agency qui arrive, le sign and trade de Grant, la deadline en milieu de saison, là bon, ce qu'on dit pour l'instant c'est un petit peu parler pour rien dire, mais est-ce qu'on peut pas envisager tout simplement que dans les minutes où tu auras pas White sur le terrain, ce sera Tatum à la main, et comme tu dis, avec pourquoi pas Brogdon à côté de lui, et que voilà, et que ça fonctionne comme ça. Oui, mais j'aimerais bien que nos joueurs jouent 32 minutes et pas 38 minutes par match en saison régulière, donc faut répartir les minutes. Alors tu vois, les Giannis, les Embiid, les mecs comme ça, ils jouent Embiid un peu plus, mais ils jouent 32 minutes par match en saison régulière, hein, c'est pas un secret. Hein. Ils sont plus grands, donc ils ont moins de chance sur les blessures, mais Tatum, tous les ans, il est cramé en playoff, alors des fois il est assez en forme pour que ça soit pas un problème, mais ça a été un problème par moment. Brown, il est tout le temps blessé. On peut dire tout ce qu'on veut sur son handle, sa main gauche, ça n'empêche qu'il a été blessé, qu'il avait une coupure à la main. Il n'y a absolument aucune relation avec le basket, mais ça arrive, hein, les blessures de fatigue, les trucs comme ça. Donc si on peut les reposer en ayant des joueurs capables qui prennent 12 minutes par match et que ça corresponde à 3 minutes de Brown, 3 minutes de Tatum, 3 minutes de White, franchement, moi j'aimerais bien quand même. Ok. Vincent, tu veux rajouter quelque chose? 2-3 petites idées de noms. J'avais du Jevon Carter. Moi, j'aime plutôt bien Shake Milton. Trey Jones aussi, ça va être dur d'aller le déloger des Spurs. Enfin, toute la famille Jones, en fait, hein, on veut bien. Je sais pas s'il y en a un troisième. Je crois bien qu'il y en a un troisième en plus. Et éventuellement, sur un possible sign and trade de Grant à Dallas, ils ont pas le cap pour le faire venir, mais ils pourraient être intéressés. Moi, j'aurais bien éventuellement récupéré Reggie Bullock à 10-12 millions. C'était un profil qui pouvait justement, dans ce côté poste 2-3, qui peut soulager un peu les Jays et rentrer ces 3, ça peut être pas mal. C'est clairement le nom le moins. Ça se dit pas en français moins pire, mais je vais le dire, le moins pire de tous les noms qui ont été dit, je pense. Peut-être Jevon Carter, j'aime bien l'idée, même si, mon avis, je sais pas trop si c'est réel, enfin si c'est possible, je pense qu'il va rester là-bas, il est bien. Sur une MLE. Sur un MLE peut-être. Après, moi j'ai pas vraiment considéré les options de sell and trade avec Grant, parce que je vous avoue que j'avais pas forcément le temps d'aller éplucher tous les joueurs qui ont des salaires qui correspondent aux salaires que prendrait potentiellement Grant, tout ça, les équipes intéressées. Mais oui, il y a des Dorian Finney-Smith aux Nets qui peuvent être intéressants, c'est à ces prix-là aussi à peu près. On a vu des trucs un peu plus délirants tout à l'heure sur Twitter, des Wendell Carter Jr. En échange de 3 first round. Bon, ça c'est complètement délirant, mais des noms un peu plus fort en mettant le prix, comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi pas, mais il faut que ça envoie la chandelle. Et si on met deux premiers tours de draft pour un mec qui est pas starter en playoff, je sais pas, ça vaut pas forcément le coup. Je préfère qu'on les garde si jamais il y a un nom un peu plus intéressant qui arrive à la deadline ou l'été prochain, quoi. Surtout en sachant, il faut le garder en tête, hein, que avec la nouvelle CBA, il va falloir vraiment, ça va vraiment beaucoup changer la manière dont on construit les rosters, et tous ces gars à 12-13 millions qu'on a dans les rosters, ils vont de plus en plus disparaître. On va plus en avoir que un ou deux, quoi. Là on en a beaucoup, hein, les Williams, White un peu plus, mais Williams, White, Horford, les mecs Grant, les mecs comme ça, ils gagnent
environ entre 10 et 15 millions, et ça va petit à petit disparaître parce que les stars auront leur super max et les autres auront leur salaire minimum, et les équipes seront comme ça, donc faut réfléchir à ça, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Bon, après, Brad Stevens et Mike Zaren sont bien plus compétents que moi ou que n'importe qui sur Twitter pour ça, donc je leur fais confiance, quoi. Ouais, voilà, on va se quitter là-dessus. On va renouveler notre confiance à Brad Stevens. Depuis qu'il est à ce poste, il nous a jamais déçus, donc on va. Moi, clairement déçu là. Hein. Le trade de Smart, c'est quand même, pour moi, c'est une déception. Mais Ah d'accord, c'est vrai que le mot n'avait pas été prononcé. Pour toi, c'est une déception. Oui, parce que après l'histoire Imo-Udoka, je pensais pas qu'ils feraient ça, les trades pour un mec comme Kristaps Porzingis. Je pensais qu'ils avaient un peu plus de valeur et d'intégrité. Après, c'est un business et voilà, hein, mais je sais pas, je trouve ça un peu limite. Mais on n'est pas là pour discuter de tout ça. Mais moi, je n'ai pas trouvé ça très correct et je trouve que c'est un peu une erreur. Mais voilà, c'est chacun son avis. Ok. Bon. Bah alors il nous a un peu déçus, mais bon, on lui fait confiance quand même à partir de maintenant. Voilà, il va être temps de se quitter. On vous donne rendez-vous, on sait pas trop quand. Bon, alors la free agency commence très bientôt, hein, puisque vendredi soir, c'est bien ça, c'est dans la nuit de vendredi à samedi. Ouais, c'est vendredi soir à minuit, ouais. Voilà. Donc ça démarre alors nous on enregistre mercredi soir, du coup le temps que vous écoutiez le podcast, on pourra presque dire que ça démarre demain. S'il y a un gros mouvement pendant la free agency, s'il y a un sign and trade de Grant ou n'importe quel événement qui fait qu'on a un changement dans le roster des Celtics, on sera bien évidemment au rendez-vous pour enregistrer un nouvel épisode et pour vous parler de tout ça. Il est donc assez probable qu'on se retrouve très bientôt. D'ici là, à bientôt et puis go Celtics. About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams, Jeff, down the stretch.